De retour sur les ondes du 88, vous êtes toujours à l'écoute du Nez dehors, l'émission qui vous donne à écouter l'actualité culturelle phocéenne. Nous avons rejoint dans le studio de la Grenouille ce magnifique studio rouge, Félicia et Yana Mourti. Bonjour à tous les deux, comment vous allez ? Bonjour. Bonjour, ça va très bien, ça merci. Va bien. Le vent ne vous a pas décoiffé ou emporté partout ailleurs à Marseille ? Un peu quand même, ouais. Ça va, moi. Est-ce que vous en avez marre ou pas ? Moi j'en ai un peu marre tous les matins, je viens avec les cheveux mouillés, j'ai l'impression que je vais ressortir malade à la fin de la journée. C'est fatigant. Ouais, c'est un peu fatigant. Vous êtes aujourd'hui ici pour nous parler donc d'un projet universitaire, le Shepherd and Island Project. Je vous propose de me présenter ce que c'est, peut-être d'où ça vient, qui sont les personnes qui sont aussi à l'origine de ça, leur histoire. Alors, ce projet, en fait, il est né du collectif Illuminate to Engage. C'est un collectif qui a été créé suite à un concours proposé par le consulat des États-Unis et l'ambassade des États-Unis il y a 3 ans sur un projet de lutte contre les discriminations, contre le racisme et l'extrémisme. Et on avait gagné du coup les 2 participations à ce concours. Et cette année, on ne participe plus à leur concours, mais on a décidé de garder ce collectif. Et notre nouvelle thématique était la lutte contre les discriminations LGBTQIA+. Et de ce fait, dans ce collectif-là, il y a plusieurs pôles. Et moi, ça fait 3 ans maintenant que je suis le coordinateur du pôle artistique. Et j'avais vraiment comme volonté de faire une exposition photographique mémorielle et performative en mémoire en fait à Matthew Shepard et Isla Nettles, 2 jeunes qui se sont fait tuer aux États-Unis en 1998 et en 2013. Et le but était vraiment de mettre ces drames, ces violences tragiques en parallèle avec des portraits de jeunes de la communauté LGBTQIA+ en France. Et en fait, au sein même de cette exposition photographique, on a travaillé du coup avec énormément d'étudiants et étudiantes en histoire de l'art, en art plastique, en Dust, parce qu'on voulait vraiment faire un projet pluridisciplinaire, mais également pré-professionnalisant. Et c'était du coup une exposition qui est amenée par le biais d'une scénographe qui s'appelle Louise Mirand, qui a travaillé en fait pour que la scénographie puisse être un élément d'art. Et au sein même de l'exposition, il y a une dimension performative avec la présence de 4 comédiens et comédiennes qui en fait retracent le parcours de violences psychologiques et physiques qu'il peut y avoir au sein de la communauté LGBTQIA+. Et ce texte a été écrit par Samantha Pardon, une ancienne d'Aix-Marseille Université qui a terminé l'ENSAT et qui est auteur. Et donc toi, tu es metteur en scène sur ce projet ? C'est ça. Alors moi, je suis le metteur en scène et le directeur artistique. Et il y a aussi une autre particularité dans ma fonction, c'est parce que je suis en situation de handicap. Je suis déficient visuel et j'avais vraiment pour volonté également de montrer que le handicap n'est absolument pas un obstacle à la création et au fait de réaliser des projets. Et mon but était vraiment de pouvoir montrer que c'était pas du tout un obstacle et également que la culture est un vecteur sur la lutte contre les discriminations. On a parlé un peu hier au téléphone et tu m'as dit que donc les personnes qui ont agressé Matthew et Islan ont utilisé un code, enfin une faille dans la loi américaine qui s'appelle le Gay Panic Defense. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cette loi ? C'est très bien que tu m'en parles parce que au sein même de l'exposition en fait, il y a une autre partie que j'ai oublié de dire mais que je vais dire maintenant, c'est la partie juridique parce que je suis en master 2 droit de la création artistique et on voulait vraiment mettre aussi ça en parallèle avec le droit. Donc derrière les portes, il y a des notes de jurisprudence et des notes juridiques pour venir sensibiliser le public. Et en fait, Matthew Shepard, pour ceux qui ne connaîtraient pas son histoire, c'est un jeune qui a été tué en 1998. 2 hommes lui ont fait croire qu'ils étaient gays, lui ont proposé de le raccompagner chez lui, mais au lieu de le raccompagner chez lui, ils sont descendus plus loin dans la nature. Ils lui ont asséné 32 coups de crosse de magnum sur le corps, ils l'ont attaché à une barrière et c'est au bout de 18 heures que le shérif l'a retrouvé. Malheureusement, il était mort et la seule chose qui est restée de lui, c'était 2 stries de larmes. Après que la shérif l'ait retrouvé, ils ont retrouvé les 2 personnes qui ont commis ces actes horribles et ces personnes ont plaidé le Gay Panic Defense. En fait, c'est une procédure légale visant à venir dire qu'on peut légitimer des actes violents parce qu'il y aurait eu des avances d'une personne du même sexe. Et pour Isla Nettles, c'était la même chose. Elle a été tuée en 2013 par un homme qui pensait que c'était une femme cisgenre. Et en se rendant compte que c'était une femme transgenre, il l'a tuée. Et lui, il a plaidé le Trans Panic Defense, mais lui n'a écopé que de 12 ans de prison. Et ce qui est fort en fait dans ce projet, même si on l'a pas fait du tout exprès, c'est que ça s'ancre en fait dans les 25 ans de la mort de Matthew Shepard, les 10 ans de la mort de Isla Nettles, les 10 ans du mariage pour tous en France, et aussi normalement c'est l'année où le meurtrier d'Isla Nettles sort de prison. Pourquoi tu choisis la métaphore de la porte pour faire cette mise en scène ?
Tout simplement parce qu'en fait, on voulait montrer que tout ce qui est en relation en fait avec l'orientation sexuelle ou le genre, c'est notre intimité. Ça n'est censé regarder personne. Et en fait, toutes ces portes-là sont fermées, sauf les portes de Mathieu et Islane qui, elles, ont été fracturées dans la mise en scène pour montrer qu'il y a eu à un moment donné des personnes qui ont fracturé cette intimité-là. Et donc toi, Félicia, tu es une des comédiennes qui va être sur ces représentations. Quel est ton rôle sur ces représentations ? Alors, tout d'abord, j'ai été aussi modèle pour l'exposition, donc du coup, on voit aussi une photo de moi. Et durant les vernissages, du coup, c'est là où il y a la performance. Je vais être comédienne, où en fait, il va se passer une performance où il y a une agression qui est jouée, qui est scénarisée. Et du coup, je vais subir plusieurs agressions qui sont sous forme de modules, avec un autre comédien d'ailleurs. Ces photos, elles sont placées donc sur les portes. Il y a un photographe qui a fait un travail de photo sur plusieurs années même, donc on peut lire ça dans votre dossier de presse. Comment toi, tu as créé ce lien avec ce photographe ? Comment tu l'as inclus dans cette mise en scène ? En fait, c'était assez particulier déjà le travail qu'on a pu faire avec le photographe, c'est-à-dire que du coup, lui a été mes yeux. Et moi, j'ai essayé de penser le projet artistiquement. Il y a vraiment eu un travail qui a été fait ensemble sur la réalisation de ces photographies. En fait, ce qu'on voulait, c'était de proposer aux personnes qui ont été photographiées une activité, qui nous donne une activité en fait qui leur ressemblait, quelque chose qui les définissait. C'était en rapport aussi avec les propos qu'a pu tenir le père de Mathieu Shepard, qui disait que son fils, en dehors du fait qu'il soit gay, c'est son fils qui avait des rêves, des passions, des envies. Et c'est ce qu'on voulait en fait montrer à travers les photographies. Et chaque personne a choisi du coup une activité qu'il définissait et le photographe a capturé en fait ces moments-là, ces moments de vie. Et ça a été vraiment un travail qui a été fait aussi avec les modèles, parce qu'il y a vraiment eu un accompagnement. On a essayé de savoir qui ils étaient, de savoir ce qu'ils voulaient aussi montrer à travers ces photographies. Et justement, ces modèles, toi, tu les rencontres comment ? C'est des amis ? C'est ton premier cercle, un cercle que tu connaissais pas ? C'est du hasard. C'est-à-dire que vraiment, on a fait quelque chose qu'on pensait pas forcément faire, mais on est parti au sein de plusieurs universités, que ce soit à Aix-en-Provence, à Marseille ou même à Montpellier, où on est parti voir les gens. Et on leur a demandé tout simplement est-ce qu'ils faisaient partie de la communauté LGBTQIA+, et est-ce que ça leur dirait de faire un projet photographique. Donc voilà, on est parti voir vraiment un panel incroyable d'étudiants. Je crois qu'on en a vu 400, 500, et au final pour avoir 12 personnes qui acceptent. Comment tu fais ce choix ? Ça doit être compliqué d'avoir autant de profils et d'arriver à en sortir que 12 à la fin ? Je pense que c'est surtout des personnes qui ont été sensibilisées et qui sont sensibilisées par rapport à la lutte contre les discriminations LGBTQIA+. Et en fait, on voit vraiment les personnes qui veulent participer à ça aussi pour rendre hommage à ces victimes-là et pour sensibiliser activement contre les discriminations LGBTQIA+. Et on voit très vite en fait leur volonté de participer à ce projet, et c'est ça qui fait qu'on a envie aussi de travailler avec eux. Ce projet, il a eu tellement de résonance qu'il est arrivé aux oreilles de la mère de Mathieu Shepard, qui vous a contacté et qui voudrait assister à une des représentations. Alors ça, c'était à l'exposition même. Incroyable, parce que du coup, des personnes de notre équipe notre professeur aussi a eu un appel visio avec Judy Shepard, et oui, elle a été très touchée de voir que des Français faisait un projet en mémoire à son fils, et elle nous a dit qu'elle souhaiterait venir à Aix-en-Provence pour venir voir le projet parce qu'elle se déplace beaucoup et ça lui ferait un plaisir fou, et elle nous remercie vivement. Et moi en fait je suis très content de pouvoir rendre hommage à Mathieu Shepard et Islane Nettles qui sont morts à 21 ans tous les deux, et de pouvoir montrer que en fait la lutte contre les discriminations LGBTQIA+ n'a pas de frontières. Qu'on soit aux États-Unis, en France ou dans d'autres pays d'Europe ou dans d'autres pays du monde, en fait, c'est les mêmes galères, c'est des choses tragiques qui peuvent arriver à n'importe qui, et qu'on est tous là aussi pour sensibiliser, pour lutter, et on espère que les personnes viendront pour être acteurs aussi de cette sensibilisation-là. Ce projet, il est porté aussi par une grosse équipe, donc il y a vous deux, mais il y a aussi une grosse équipe derrière. Est-ce que peut-être qu'on peut faire un tour de ces personnes-là pour donner leurs fonctions et peut-être comment elles ont fait avancer le projet à leur manière aussi ? Alors je les remercie beaucoup déjà. C'est une équipe qui est pluridisciplinaire.
c'est-à-dire qu'il y a énormément de profils différents. On a 2 juristes qui s'occupent de réaliser tous les contrats, de faire tout ce travail en fait de note juridique, de note de jurisprudence qui sont Coralie et Solène. Il y a également la scénographe et l'artiste plasticienne et assistante en scénographie Louise et Maya qui ont fait un travail remarquable parce que toutes les portes que vous pourrez aller voir sont des portes qui ont été récupérées. Elles ont fait un travail de ponçage immense et un travail artistique et de plastique immense par rapport à ça. Il y a les comédiens et comédiennes aussi que je remercie tout particulièrement. Donc il y a Félicia, Romain, Andrea et Clémentine. Et après j'ai une équipe autour de la création de la mise en scène qui est aussi folle, qui m'aide beaucoup. Alexandra, Nour et on a aussi Maëlie qui travaille à Radio Grenouille d'ailleurs et qui s'occupe de la création sonore et Nicolas Vaillant, le photographe du projet et j'espère que je n'ai oublié personne. Non, ça me paraît bien. Il y a tout le monde, ouais. on est bon. Et il y a Paul aussi qui fait le documentaire. Ah, Donc ça veut dire vrai. qu'on aura une vidéo à la fin de tout ça aussi qui sera disponible. Le but ce serait du coup que quand il n'y a pas la performance, il y ait la présence audiovisuelle de tout le travail qui a été réalisé par rapport à ce projet et qui sera au cœur même de l'exposition. Et justement, quand est-ce qu'on pourra vous voir en vrai ? Où on peut vous voir en vrai ? Je te laisse dire les dates. Alors déjà, la première représentation, ça a lieu dans quelques jours, le 30 avril, à Aix, au Cube, à la fac, à 15h30. Et après, l'autre vernissage, ça sera à Marseille, à la Turbulence. Donc c'est sur le site Schumann. Pas Schumann, Saint-Charles de la fac de Marseille et ça sera le 14 mai à 14h30. Et petite précision, du coup, la performance a lieu à ces dates-là, mais l'exposition dure le 30 avril jusqu'au 3 mai à Aix-en-Provence au Cube et à Saint-Charles, c'est du 14 mai au 17 mai. Ouais. J'ai eu plein d'exclus hier quand on s'est appelé, mais tu m'as aussi parlé d'un petit voyage à Bucarest, peut-être possible. Oui, c'est possible parce que ça l'est, c'est concrétisé. On est très content parce que du coup notre projet a été sélectionné pour représenter la France à Bucarest. Du coup là, on a fait la première strate et maintenant on va devoir concourir face à des projets européens et défendre notre projet d'un point de vue européen et on espère remporter la coupe à Marseille, à la maison et faire honneur aussi à notre région et à notre ville. Et dans le futur, c'est quoi le but pour cette exposition et ces représentations ? Vous voulez aller où ? Moi, je pense qu'on ne doit pas se poser de limites, ça c'est une certitude, mais c'est où que vous aimeriez emmener tout ça ? Partout, dans le monde entier. On est soutenu par le Stonewall Museum en Floride, qui a vu notre projet, qui a été très touché par rapport à ça. On a plein d'acteurs aussi qui soutiennent le projet. Il y a le consulat des États-Unis à Marseille, il y a l'association Le Refuge, qui est une association qui aide les personnes de la communauté LGBTQIA+, et qui sont dans des situations extrêmes à pouvoir se réinsérer et à aussi pouvoir retrouver un équilibre. C'est des personnes qui veulent activement nous aider dans ce projet-là. Il y a aussi, il faut quand même le rappeler, que c'est un projet qui vient d'Aix-Marseille Université, donc il y a la vice-présidence égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations d'Aix-Marseille Université qui nous soutient également et c'est un projet qui a pour but de se professionnaliser et de pouvoir aller hors les murs de la faculté. Donc on pensait potentiellement à des lieux avec aussi le ministère de la Culture, mais à trouver des lieux comme par exemple la Friche qui on fait un appel à la Friche voilà. Sur les ondes de Radio Grenouille. C'est ça, qui pourrait être un endroit assez pas mal et comme c'est une exposition qui est assez modulable, on peut la mettre vraiment partout et pouvoir la déployer aussi partout en fait, que ce soit dans une galerie d'exposition, même en plein air, ça pourrait être possible. Pas trop dur justement de gérer ce statut d'étudiant-étudiante et à côté de monter, d'organiser tout ça. Pour vous, ça a été comment ? C'était beaucoup d'organisation, beaucoup de répétitions, mais après en soi, vu l'importance du projet, on était obligé de faire les choses bien et de bien s'organiser pour mettre en scène ça et pour faire naître ça. Je partage son avis aussi. Et après, vraiment, il faut aussi prendre conscience que l'université et les études, c'est un temps. Mais c'est aussi bien, en fait, qu'au sein même de nos études, on puisse faire des choses qui pourront nous amener, en fait, à nous professionnaliser et à être confrontés, en fait, au vrai milieu professionnel. Moi, j'adorerais travailler dans le milieu culturel et du coup, ça me confronte, en fait, à toutes ces réalités-là. Et aussi, en tant qu'étudiant,
c'est dur de défendre un projet, mais quand on y croit réellement et quand on essaye tous de faire un projet qui n'est pas un simple projet étudiant, je pense qu'on peut aller très très loin. Il ne faut pas se donner de barrières et de se donner de limites en fait, surtout lorsque c'est un projet qui défend une cause qui pour moi est très noble et qui rend hommage à 2 personnes qui n'auraient pas dû mourir en fait, et que les discriminations LGBTQIA+ ne devraient pas exister encore en 2024. Justement, j'ai une dernière question. Si vous aviez des outils à donner pour les questions de sensibilisation à la communauté LGBTQIA+, outre votre projet, même si votre projet en fait partie, ça serait quoi ? Moi, je pense qu'il faudrait se renseigner, même si on n'est pas concerné, il faudrait se renseigner, que tu sois une personne hétéro, tu peux très bien être un allié, et vraiment faire ton travail sur ça, regarder des documentaires sur ça, qui touchent ça, et la communauté LGBT, c'est pas juste des personnes qui aiment des personnes du même sexe ou des personnes qui ont un genre différent, c'est des humains avant tout, et du coup il faut voir l'humain derrière ça et juste être proche d'eux quoi, et les soutenir dans tout ce qu'ils font. Et moi, pour rebondir et pour terminer par rapport à ce que Félicia a dit, ce serait aussi en fait d'arrêter d'avoir des préjugés, des clichés, stigmatiser des personnes et en fait se concentrer sur la personne en tant que telle. Essayer de se questionner et de pas avoir en fait d'idées préconçues, et c'est là en fait où ce projet aussi je pense peut avoir un impact, c'est qu'on essaie d'enlever toutes ces barrières là, enlever les préjugés, les clichés, les stigmatisations que les gens peuvent faire même inconsciemment, et essayer de les confronter à des personnes qui existent, qui sont là et qui ne sont pas juste des boucs émissaires de la société. C'est des personnes qui ont une identité, qui ont une individualité, une singularité, et qui sont comme n'importe qui en fait. Et c'est ça, je pense, que les gens devraient apprendre à faire, voir une personne en tant que telle et ne pas la stigmatiser ou avoir des idées préconçues sur elle. Merci à vous d'avoir été avec nous pour ce Né dehors. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre ? Oui, alors il y a l'Instagram du collectif qui s'appelle Illuminate to Engage sur Instagram. Et après, s'il y a des gens qui veulent nous contacter pour l'exposition, ils peuvent me retrouver personnellement sur mon Instagram. C'est Yana, YANA, _encore, ENCORE.